sais qu'il était tard, on a dit la Régine a disparu, hein. La nouvelle a surgi brutalement. Il y a une gamine qui a été trouvée dans la fossée, bon, avec le ventre ouvert. Il y a une horreur qui nous laisse même encore aujourd'hui dans un esprit d'interrogation complète. Il a été assez rapidement question d'un prêtre. Il y avait toute une partie de l'opinion publique qui disait « si on ne lui applique pas la peine de mort, c'est parce que c'est un prêtre ». Souvenez-vous dans vos prières de Régine Faïs, décédée à l'âge de 20 ans. Décembre 1956, le village d'Uruf, dans le département de la Meurthe-et-Moselle, plonge dans l'horreur. Régine, l'enfant du village, est retrouvée morte, assassinée, atrocement mutilée. À côté de son cadavre gît la dépouille de son enfant. Qui? Pourquoi? Après les mois, c'est le questionnement puis la colère parce que le meurtrier n'est autre que le curé de la paroisse, le confident, l'ami du village. Un double crime perpétré par un homme d'église embarrasse autant la justice que le clergé. Juridiquement, Guy Desnoyers encourt la peine de mort, mais les jurés de la cour d'assises oseront-ils envoyer un prêtre à l'échafaud? « 3 décembre 1956. Les habitants de la petite commune d'Uruf, près de Nancy, sont tous rassemblés dans la rue principale. Régine Faïs, 19 ans, a disparu. Les recherches commencent, dans le calme. Une habitante d'Uruf qui préfère garder l'anonymat était présente le soir du drame. Elle se souvient. Je sais qu'il était tard, on a dit la Régine a disparu, hein. Ils ont sonné les cloches pour demander aux hommes de bien vouloir chercher et tout. Elle avait été se promener, soi-disant. Elle avait dû dire à ses parents qu'elle allait se promener sur Pagny, enfin sur le chemin de Vannes, là. Et tout le monde a été la chercher du fait qu'elle était partie par là-bas. Puis surtout qu'elle était prête d'accoucher quand même, alors... La jeune Régine, enceinte de 8 mois, s'est absentée pour une simple promenade. Mais la voilà volatilisée. On pense plus à cet instant à un départ précipité pour la maternité ou à un simple malaise. Tous se mobilisent. Malgré l'heure tardive, le curé du village, le très dévoué Guy Desnoyers, vient prêter main forte à ses paroissiens inquiets. Il est un des rares à posséder une voiture, une 4 chevaux. L'homme propose de sillonner les environs. La nuit tombe, mais c'est bientôt la foudre qui va s'abattre sur la campagne lorraine. Par un curieux hasard, Guy Desnoyers se dirige sur le chemin de Pagny-la-Blanche-Côte, une route qui le mène tout droit à l'horreur. La 4 chevaux s'arrête à quelques mètres d'un fossé où gisent le corps de Régine et celui de son enfant. Raymond Nicolet, ancien journaliste à l'Est républicain, se souvient de ce drame et de cette soirée peu ordinaire. Il était 18h15 lorsque Régine quitta le domicile paternel pour effectuer ses emplettes. La jeune fille, qui attendait ses jours prochains un bébé, vivait depuis un certain temps repliée sur elle-même. Aussi son absence prolongée inquiéta-t-elle ses parents. On pensa au suicide. À 2h30, le corps horriblement mutilé de la jeune fille était découvert dans le fossé bordant la route de Pagny-la-Blanche-Côte. Elle portait au ventre une entaille profonde et l'enfant qu'elle allait mettre au monde avait été mutilé avec un sadisme révoltant.
J'étais à l'époque à la rédaction régionale. Donc toute la soirée a été agitée par un questionnement. Bon, ce drame absolument étonnant, un soir d'hiver dans la campagne lorraine, les bribes qu'on apprenait étaient de plus en plus troublantes, c'est évident. Le trouble, l'effroi. Les journaux du lendemain relaient vite l'information et surtout l'interrogation. Qui ? Le village du Ruf est drapé d'horreur et de suspicion. Les villageois font courir les bruits les plus fous. L'assassin serait un des leurs, un proche, un homme qui connaissait Régine. La famille attend des réponses. L'enquête ne va pas s'éterniser, l'étau se resserre. Une douille retrouvée sur le lieu du crime va orienter les pistes vers un homme au-delà de tout soupçon, un homme qui passera aux aveux le lendemain de son forfait. La révélation de son identité va glacer les mémoires lorraines. L'auteur du double meurtre n'est autre que Guy Desnoyers, le curé de la paroisse. Qui c'est qui nous l'a dit? C'est tout le monde, c'est personne et tout le monde. Hein, quand c'est comme ça, c'est c'est une traînée de poudre, hein, c'est vrai. Tout le monde était retourné, quoi. Tout le monde était en effervescence, quoi. Tout le monde scandalisé. Enfin, on pensait que ça venait du prêtre, mais on était quand même retourné. On disait il a fait faire le coup, c'est pas à lui. On ne pensait pas à lui, naturellement. On pensait à lui d'une certaine façon, mais pour avoir fait le crime, non. Guy Desnoyers, le jeune curé apparemment tranquille et sans histoire, est arrêté. Après l'arrestation du curé du village, l'affaire du Ruf devient bien plus qu'un tragique fait divers. Ce double crime perpétré par un homme d'église éclabousse la hiérarchie catholique dans son ensemble, d'autant que les supérieurs de Guy Desnoyers auraient été mis au courant de son comportement. Chacun se penche maintenant sur la personnalité de ce prêtre assassin. Yvon est prêtre. Il officie dans la Meurthe-et-Moselle. Ordonné en 1957, quelques mois après le drame du Ruf, Yvon se souvient de la tragédie. J'étais à Paris. Les seuls échos que j'ai eus, la presse, les grands titres. Et puis dans la rue, quand je marchais avec un ami séminariste, on entendait les gens hurler « Salaud, curé du Ruf !» C'était fréquent. Les prêtres souffraient réellement, un petit peu comme quand on a appris la pédophilie d'un certain nombre de prêtres. Hein. Ils souffraient vraiment, et en même temps, dans un langage simple, ils disaient « faut être fou pour avoir agi de cette façon-là ». Mais par contre, tous les prêtres qui l'ont connu ont dit n'avoir jamais rencontré quelqu'un qui était aussi attentif à la vie des gens, rendant service au prix de sa fatigue. On m'a raconté 30 anecdotes. Hein. Et puis en même temps, quelqu'un qui avait une foi réelle, hein, mais qui le portait dans un corps psychosé. Hein. Et... Mi-prêtre, mi-démon, Guy Desnoyers était un homme apprécié de tous ses paroissiens. Ah oui, il était gentil, serviable, on pouvait lui demander n'importe quoi, il n'y avait pas de problème. Hein. Un service avec sa petite voiture, c'était une 4 chevaux, oui. Il nous emmenait n'importe où, il était... Ah oui, franchement, il dit tout le temps oui, il dit toujours oui. À Uruf, le curé avait gagné la confiance de tous. Le pays du Ruf, c'était un pays qui autrefois était purement rural, forestier. C'était des gens qui étaient des gens simples. On n'était pas intellectuel, on aimait bien son curé, il était gentil, mais on disait quand même, c'est quand même drôle. Hein. Les gens disaient à leur fille, c'est à cette heure-ci que tu rentres? Ben oui, j'étais chez M. le curé parce que... Alors, à la fin, on finit par se poser des questions. Hein. Dans la société française très catholique des années 60, le curé du village, à l'image des notables, est un personnage très respecté. Être prêtre,
c'était le summum d'une montée sociale. Et puis en même temps, il y a un certain désir de briller. Quand vous arrivez comme prêtre, si vous parlez bien, peu à peu les gens disent « Ah, notre curé ». Alors vous voyez des gens arriver d'autres paroisses pour écouter vos prêches, vos sermons, vos homélies, comme on dit. Donc il peut y avoir une sorte de vanité. Difficile sans doute de garder la tête froide et de ne pas succomber aux convoitises. Je me souviens, on confessait le samedi, hein. C'était la journée, l'après-midi, et j'étais jeune prêtre. Et alors, une dame ou une demoiselle que je n'ai pas identifiée, hein, je ne regardais pas les gens, j'ouvre ce qu'on appelle la targette en Lorraine, et j'entends une voix féminine me dire « Monsieur l'abbé, je vous aime ». Alors, j'ai un petit peu dit à cette femme, vous savez, ça peut arriver à tout le monde d'avoir des idées saugrenues, hein. Mais allez, revenez sur terre. C'est au séminaire de Beaucerville que le jeune Guy Desnoyers fait ses classes de jeunes prêtres. Sa vocation d'homme d'église lui aurait été fortement suggérée par sa famille. Derrière les murs de cette accueillante chartreuse, l'élève Desnoyers s'apprête à prononcer ses vœux et endosser un destin qu'il n'a pas vraiment choisi. L'éducation y était très bonne, mais une éducation fermée. On sortait très peu, on revenait dans sa famille aux grandes fêtes. Il y avait la messe tous les matins à des gamins de 13-14 ans. À mon avis, c'est des petits curés avant l'heure. Il devait être un modèle de séminariste, peut-être même dans les premiers de sa classe. Gentil, obéissant, quelques peut-être défauts, comme tout le monde, mais on ne pouvait pas deviner cette perversion mystérieuse cachée chez cet homme-là. Ses pères auraient-ils manqué de discernement? Des témoignages attestent que Guy Desnoyers se serait rapidement intéressé à la gente féminine. C'était les femmes mariées, c'était les gamines, c'était vraiment un tombeur, on peut le dire. Le père Ayotte a eu la lourde tâche de remplacer le curé assassin dans la paroisse du Ruf. Il est resté longtemps le confident d'une population meurtrie, une population qui se révélait agacée par le comportement de l'abbé Desnoyers. Il n'osait pas aller prévenir les autorités religieuses. Pour des gens du village, aller trouver l'évêque à Nancy, mais accuser un prêtre sans preuve. Dans les années 60, les scandales religieux sont rares. Cette affaire est embarrassante. L'évêque de Nancy, Monseigneur Lallier, demande discrètement à s'entretenir avec Guy Desnoyers. Et lui a fait la comédie, s'est mis à pleurer en disant « Oui, il y a des calomnies contre moi, ainsi de suite. Bon, alors, c'est épouvantable, je fais tout ce que je peux pour... » Alors l'évêque, ma foi, devant ça, il dit en effet « Oui ». Et il lui propose de changer de paroisse. Changer de paroisse, il ne peut en être question pour Desnoyers. L'homme est rusé et réussit à persuader son supérieur du grotesque de ces ragots de village. Il échappe à la sentence et du haut de son prétoire joue les moralisateurs. Il disait en chair des choses invraisemblables. Hein. Vous, parents, gardez la pureté de vos enfants, il ne faut pas les laisser aller, les garçons avec les filles. Quand on sait la vie qui menait, On en sait maintenant un peu plus sur la personnalité de Guy Desnoyers. Manipulateur, séducteur, homme à femme de sa paroisse et d'ailleurs, le manquement de l'homme d'église à son vœu de chasteté est connu de tous. Mais une question reste entière, pourquoi ce crime? Pourquoi cette barbarie? Pourquoi cette sauvagerie? Pourquoi avoir assassiné Régine? Et pourquoi avoir sacrifié son enfant? Régine Faïs était l'enfant du pays.
À 19 ans, elle travaillait à la verrerie de Vannes, une commune voisine. Enceinte de 8 mois, Régine vivait encore chez ses parents et refusait de révéler le nom du géniteur. Elle élèverait cet enfant seule. Respectueux, les parents faillis s'attendaient avec impatience l'arrivée du petit. Tout était prêt, le berceau, la layette. Ce bébé sans père faisait pourtant jaser dans les foyers et l'identité du père n'était finalement un secret pour personne. Les parents de Régine auraient été bien trop accueillants. Ils étaient trop laxistes, je sais pas, ils n'ont peut-être pas pensé à ce qui allait se passer, voilà. Lui s'est infiltré dans la famille et puis les parents n'ont pas mis le haut là. Ces gens-là l'accueillaient chez eux. Trop d'ailleurs, trop, ils restaient jusqu'à minuit chez eux. Chez les Faïs, le couvert de monsieur le curé est toujours dressé. L'homme a de l'éducation, il est respecté et parle beau. Les parents de Régine le trouvent sans doute un peu pressant et particulièrement soucieux du devenir de leur fille Régine. Régine, qui sera bientôt fille-mère. Mais Guy Desnoyers, prêtre de son état, a la confiance de tous ses paroissiens. Dans les campagnes, les curés jouissent d'un capital confiance sans limite. Régine faisait partie de la troupe de théâtre montée par le curé. Parce qu'à l'époque, les sorties sont rares, Régine, comme beaucoup d'adolescents du RUF, participe aux activités organisées par Desnoyers. Il faisait du théâtre. Il emmenait à Lourdes 2 cars chaque année. Pour un petit village comme ça, c'est extraordinaire. Il était suivi. Il y avait une... Et beaucoup de gens ne pensaient pas qu'ils... Ils disaient, ah oui, avec les jeunes filles, il a des attitudes un peu trop libres, mais enfin, bon, il est comme ça. Régine tombe à son tour sous le charme de cet homme plein d'énergie, si différent des autres garçons de son village. Malgré un caractère bien trempé, Régine va devenir la nouvelle proie de monsieur le curé. C'était une jeune fille comme les autres, il n'y a pas de problème. Hein. Très gentille, oui. Quand je dirais, moi, elle était avenante, elle était comme toute jeune fille, naturellement. À l'ombre de la sacristie, les 2 tourtereaux vont vivre un amour clandestin. Elle était assez, je ne dis pas autoritaire, non, c'est pas le mot, mais elle savait ce qu'elle voulait, voilà. Elle savait ce qu'elle voulait. Régine veut être mère, elle veut garder le fruit de son amour défendu. Cette décision n'est pas du goût de l'abbé Desnoyers. Certains se doutaient un peu que c'était lui, et d'autres gens disaient, oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Elle voulait garder son enfant. Et lui, ça ne l'arrangeait pas du tout, parce qu'il disait, oh, cet enfant va me ressembler. Le plan macabre du curé du RUF va alors prendre corps au gré des formes de la future maman. Bertrand Gasse est avocat. Son père, le bâtonnier Robert Gasse, a été le défenseur de Guy Desnoyers. Il se souvient de cette affaire fracassante. Cette femme attendait un enfant. Et je présume que pour ce prêtre, la naissance d'un enfant, qui était le fruit d'un des péchés les plus graves qu'un homme d'église puisse commettre, c'était, je pense, pour lui l'impasse. Compte tenu au surplus de ce que savait peut-être son évêque, ou des mises en garde qu'il avait eues, je pense que mon père a voulu dire cela lorsqu'il a parlé d'impasse. Et ce n'est pas la première fois que Guy Desnoyers fait une entorse au règlement sacerdotal. Par le passé, il était parvenu à éviter le scandale. Ce n'était pas la première qui était victime de lui. Il y avait une jeune fille du RUF qui déjà avait eu donc un enfant de lui. Il l'avait emmené 7-8 mois dans le midi de la France. Elle avait accouché. Il avait fait abandonner l'enfant. Et voilà l'origine du mal, si j'ose dire. Il voulait faire la même chose pour Régine Faïs. Avec cet enfant à naître, l'avenir s'assombrit. Le curé, victime de ces vieux démons, se sent pris au piège. Il est cette fois-ci dans l'impasse et va commettre l'irréparable. Il est 18h ce 3 décembre 1956. Guy Desnoyers a donné rendez-vous à sa belle à la sortie du village
au pied du calvaire. Un signe sans doute. Toutes les occasions sont bonnes à prendre pour passer un peu de temps avec son bien-aimé. Régine attend et guette la 4 chevaux. Cette voiture qui a si souvent abrité leurs ébats amoureux va la conduire vers un funeste destin. Dans la voiture, Guy est tendu. Il ne parle pas. Régine est inquiète et quand elle aperçoit un revolver dans la boîte à gants, elle s'affole. Dans les yeux de celui qu'elle a tant aimé, c'est bien le diable que Régine aperçoit. La 4 chevaux quitte brusquement la route principale pour le village de Pagny. Guy donne un coup de volant et se range sur le bas-côté. Paniquée, la jeune femme saute de la voiture, mais son ventre lourd l'empêche d'aller bien loin. Elle ne sait pas que Guy la pointe déjà avec son arme. Une détonation déchire le silence. Régine s'écroule, abattue d'une balle dans la nuque. 6 décembre 1956, retour sur le lieu du crime. 3 jours après son forfait, Guy Desnoyers, encadré par des gendarmes et des inspecteurs, participe à une reconstitution. Avec beaucoup d'aplomb et force de détail, l'homme va reproduire ses gestes meurtriers. Le regard fiévreux, il raconte comment il a lâchement assassiné sa proie qui tente de lui échapper. Il raconte comment il s'est approché du corps, précautionneusement pour sa victime. Puis, il va allumer les phares de sa voiture, car l'homme n'en a pas terminé avec sa macabre besogne. Il s'était renseigné comment on faisait sur une femme une césarienne. Le désir de Guy Desnoyers, c'était justement de défigurer l'enfant pour qu'il n'y ait aucune ressemblance avec lui. Et pour mieux comprendre comment il a opéré, les gendarmes se munissent d'un poupon en celluloïd. Devant des inspecteurs médusés, Guy détaille et raconte comment, équipé d'une lame, il a ouvert le ventre de sa compagne pour en sortir le bébé, avant de le massacrer et de lui taillader le visage. Pour dissimuler, selon ses propres termes, une ressemblance éventuelle avec lui. L'ambiance est lourde sur la route de Pagny, mais elle l'est plus encore à Uruf. Au même moment que cette tragique reconstitution, les villageois sont rassemblés dans l'église pour un dernier hommage à Régine. Comme le veut la coutume, le glas a sonné et le cercueil éclairé de 12 cierges a été veillé toute la nuit. La petite église est comble. Le chagrin se mêle à la torpeur. Certains n'y résistent pas et sortent pris de malaise. Il ne fait pas bon être un homme d'église dans cette paroisse d'Uruf. Monseigneur Frédéric, archidiacre de Toul, a la lourde tâche de célébrer la messe funèbre. Il monte en chair et d'une voix étouffée par l'émotion, on l'entend dire « Nous sommes prêtres, et c'est l'un d'entre nous qui vous a fait souffrir. Mais vous savez bien que nous ne sommes pas tous des assassins. Vous savez bien qu'il fut un prêtre indigne. Nous ne le sommes pas tous. » Guy et Gilbert Faïs, les 2 frères de la défunte, portent le cercueil où repose Régine et tout contre sa poitrine son enfant. Une victime innocente qui laisse une trace fugitive dans les registres administratifs de la mairie d'Uruf. À la demande de la famille Faïs, le bébé a été enregistré sous le prénom de Marilyn. Marilyn Faïs, née et décédée le 3 décembre 1956. L'insolente et provocante église semble suivre le cortège funèbre. La lente procession prend le chemin du cimetière.
comme c'était, pour moi, ça constitue un événement, j'y suis allé, quoi. Un drame de cette ampleur, on le connaît quand même assez rarement. Jusqu'alors, on n'avait pas connu. C'était réfrigérant. Il y avait cette lourdeur, il y avait l'énorme pesanteur d'un village. Tout le monde était là, quoi. Mais tout le monde était là, le dos courbé, avec à la fois cette part d'incompréhension qui était palpable, et aussi une interrogation, mais une interrogation sourde. Et on avait réellement le sentiment qu'une part de cette foule, une partie de cette foule qui était constituée en majorité de femmes, n'ignorait pas tout de ce qui se passait à l'ombre du clocher. Personne n'ignore maintenant que parmi l'assistance, on compte sans doute d'anciennes maîtresses de dénoyés. Des femmes qui auraient pu connaître le même sort que Régine. Les cris de douleur se mêlent aux appels à la vengeance. Et pour que cette commune et ce lieu saint ne trouvent jamais le repos, pour que l'assassin soit à jamais connu de tous, les parents de Régine ont fait graver sur la pierre tombale de leur fille cette épitaphe. Ici repose Régine Faïs, tuée le 3 décembre 1956 par le curé de la paroisse Guy Desnoyers à l'âge de 19 ans. Monseigneur Jacques Gaillot, connaissez-vous l'affaire Guy Desnoyers, dite le curé du Ruf, et qu'en pensez-vous? Écoutez, je l'ai connu quand j'étais au séminaire, à Langres, j'avais 21 ans. Et j'étais choqué, mais vraiment, moi qui pensais être prêtre, je me disais, c'est pas possible d'avoir un crime aussi monstrueux, aussi inqualifiable, un prêtre. Et je me disais quand même, c'est un prêtre qui fait bien son ministère, qui aurait pu faire un mari merveilleux, père de famille, parce que ce qui est en cause, c'est le verrou du célibat. Voyez. Et par ailleurs, est-ce que vous pensez qu'en 1956, on aurait pu expliquer à des villageois de Meurthe-et-Moselle qu'on pouvait à la fois être prêtre et père de famille? Mais je pense qu'eux-mêmes auraient dit, au fond, il était fait pour être prêtre, on l'aimait comme prêtre, puis il aimait une femme. Ben pourquoi les deux ne sont pas compatibles? Je crois que les gens ont du bon sens aussi, et qui n'auraient pas attendu qu'on leur dise, c'est peut-être eux qui auraient dit ça. Mais alors, qui bloque, même encore aujourd'hui, puisque les prêtres n'ont toujours pas le droit de se marier, qui bloque cette possibilité? Ben, je crois que c'est un verrou de Rome, puisque même au Concile Vatican II, c'était un tabou. On n'en a pas parlé au Concile. Le pape avait réservé cette affaire. Et donc, il faut qu'on en parle. Alors, il faut peut-être attendre qu'il n'y ait plus beaucoup de prêtres en France pour qu'on dise on ne peut pas continuer comme ça. Quelques jours après l'arrestation de Guy Desnoyers, curé de la paroisse du Ruf, il a fallu nommer un remplaçant. C'était Pierre Ayotte. Quel conseil, si vous aviez été l'archevêque de Nancy, auriez-vous donné à Pierre Ayotte? Je crois que je n'aurais pas nommé de curé, moi. Je pense que l'évêque lui-même aurait dû venir sur le terrain et de dire, après ce drame innommable, comment continuer, qu'est-ce qu'on peut faire. Et toute la France, enfin, on a les yeux sur ce crime et on ne peut pas repartir comme autrefois. La vie reprend son cours à Uruf. Il faut effacer au plus vite les souvenirs du scandale. La hiérarchie catholique décide de faire vivre à nouveau la paroisse et dépêche un nouveau curé en la personne de Pierre Ayotte. Un prêtre de l'évêché frappe à ma porte et me dit d'un air un peu triste « J'ai quelque chose à vous dire, mais venez prier à l'église. » Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? À la fin, il me dit « Voilà, je vais vous demander quelque chose, mais ne me répondez pas tout de suite. Dans 3 jours, je vais chercher. Je viendrai chercher votre réponse et répondre à vos objections. » Qu'est-ce qu'il veut dire? Voilà. À l'évêché, nous sommes tous d'accord pour vous demander d'aller à Uruf. Quoi? Là-dedans? Mais je vais me faire assassiner.
réponds, ben, nous estimons que c'est possible et que vous pouvez faire ça. D'ailleurs, on vous demande une chose, vous irez là-bas, on vous demande d'y rester, si possible, 1 an. Le père Ayotte passera finalement 42 années à Uruf. L'homme n'a pas failli à sa mission, il a gagné la confiance de tous, ce qui ne fut pas une mince affaire. J'arrive dans le presbytère, c'était l'hiver, c'était sinistre, je m'entends vous le dire. La maison était telle quelle, évidemment, de mon prédécesseur, son bureau, toutes ses affaires étaient là. Et puis, ma foi, tout le monde me regardait, évidemment, avec curiosité. De plus, il y avait eu des menaces que le suivant serait assassiné. Alors, la gendarmerie venait de temps en temps. Pierre Ayotte décide d'aller au-devant de ses nouveaux paroissiens et entreprend un périlleux porte-à-porte. Je frappe, et puis je suis votre nouveau curé, j'étais en soutane bien sûr. Je viens vous dire bonjour. Et il me dit, c'est un ancien gendarme, si c'est pour faire comme l'autre, vous pouvez déguerpir. Le téméraire Ayotte va même jusqu'à demander une entrevue avec la famille de la défunte Régine. Alors ils m'ont fait répondre le lendemain que ils n'avaient rien contre moi, c'était gentil de leur part, mais que la vue d'une soutane chez eux était impossible. Contre toute attente, le père Ayotte va devenir le confident d'une population meurtrie. Dans le confessionnal, les langues se délient et le nouveau curé recueillera des révélations ahurissantes sur les agissements de son prédécesseur. Il avait une sœur, hein. Cette sœur, j'apprends qu'elle avait eu 2 enfants. Sa sœur. Donc hors mariage, bien sûr. Et que ses enfants, il les avait fait adopter par 2 familles d'Uruf. Tout le monde se posait la question de quel homme sont ces enfants. Je n'insiste pas, bon, mais moi, mon opinion était faite. Le nouveau curé d'Uruf doit vivre avec ces révélations troublantes. Avec le temps, le père Ayotte a réussi l'impossible. Redonner à l'église et au village un peu de dignité, mais il en faut plus pour laver l'affront. Uruf attend une sentence, que le monstre soit puni par la justice des hommes. « 24 janvier 1958, 1 an et 1 mois après la tragédie, une foule de badauds et de curieux est massée autour du tribunal de Nancy. Malgré le froid et la neige, ils sont venus en nombre assister au procès du curé assassin, un procès sans précédent. Tous attendent de pouvoir entrer, mais la salle d'audience affiche complet depuis bien longtemps. Ce qui explique le retentissement assez extraordinaire de cette affaire, c'est d'abord déjà l'horreur du crime. Et il y a la personnalité de l'assassin. On ne peut pas l'oublier et il faut la replacer à l'époque. À l'époque des faits, c'est-à-dire dans une société qui est encore une société fortement catholique, avec, je présume, à l'époque, un nombre de pratiquants beaucoup plus important qu'à l'heure actuelle. C'est une affaire qui met aussi en cause la hiérarchie ecclésiastique parce que le passé de ce prêtre était probablement connu. 8 heures. Dans une petite rue parallèle, le fourgon arrive enfin. Guy Desnoyers, amaigri, en sort, menotté, encadré d'un gendarme et de l'abbé Brandicourt, l'aumônier de la prison. La presse rend compte de l'événement mais reste très mesurée. Difficile même pour les journalistes de l'époque de travailler dans la plus grande impartialité. Cette affaire touchant la Lorraine catholique avait un retentissement profond, non seulement au village, mais aussi à l'évêché et à l'Est républicain même. À l'époque, nous avions un grand directeur, qui était Léon Chadet, qui était lui-même un homme de foi. Et ce drame le heurtait et le touchait dans sa foi profonde. Et bien sûr que l'évêché s'est approché rapidement du journal, dont il savait bien qu'il allait rendre compte de cette affaire.
Dans l'arrière-salle du tribunal, Robert Gasse, défenseur de Guy Desnoyers, attend son client. Comme s'en souvient Bertrand Gasse, le fils du bâtonnier décédé, les contacts entre son père et Desnoyers n'ont jamais été très faciles. Je crois que le contact avec Guy Desnoyers était difficile. Et l'aumônier de l'époque, qui était le père Brandicourt, que mon père connaissait bien, a été pendant toute son incarcération en relation avec Guy Desnoyers. Et je crois que d'une certaine manière, il a été aussi un interprète et il a permis le contact entre mon père et Guy Desnoyers. Mais je crois qu'il y a eu des moments probablement de difficulté que l'on ressent dans des notes et dans certaines adresses au cours de sa plaidoirie faites par mon père à son propre client. Pauvre Guy Desnoyers, je vous plains, vous auquel je n'ai jamais pu tirer une larme, parce que Dieu vous a donné l'activité du corps, mais vous a refusé les richesses du sentiment. Guy Desnoyers, auteur d'un double meurtre, est passible de la peine capitale et ils sont venus en nombre entendre une sentence exemplaire. Pour sauver son client, Maître Gasse va chercher à s'assurer le soutien des jurés, éliminant les non-croyants au profit des fervents catholiques. Il a exercé son droit de récusation. Ce qui est, je veux dire, non seulement un droit, mais dans une certaine mesure un devoir. Lorsque il faut sauver la tête de quelqu'un, il ne faut pas oublier que cet homme risquait la peine de mort, mais qu'à l'époque, la peine de mort, elle était en vigueur, elle était prononcée et elle était appliquée. Bon. Donc le devoir d'un avocat, c'est de tenter de sauver la tête de son client, de dire ce qu'il peut y avoir à dire en sa faveur. Donc d'utiliser tous les droits que lui donne la loi à partir du moment où il ne trancasse pas la loi. Avec un jury acquis à sa cause, Gasse espère sauver Guy Desnoyers. Les parents faillissent, sont écœurés, mais pour l'heure, ils se préparent à vivre des journées d'audience difficiles et faire face à l'assassin de leur fille. « 9 h, Guy Desnoyers entre dans le box des accusés, tête baissée. Un frisson parcourt la salle. Les jurés s'installent. Rien ne trahit l'émotion du prévenu qui, à la demande du président, décline son état civil. Guy, Marie, Louis, Henri Desnoyers, 37 ans, prêtre à Uruf. Puis, le greffier Eisen commence la lecture horrifiante du chef d'accusation. Un récit qui ne laisse pas l'assistance sans réaction. Le président Fac menace de faire évacuer la salle et d'une voix tonnante s'exclame « N'oubliez pas que vous n'êtes pas au spectacle ». Un médecin s'avance pour donner lecture des conclusions de l'expertise psychiatrique pratiquée sur Desnoyers. Acculé au scandale, Desnoyers va s'acharner sur les cadavres, mais il ne perd pas sa lucidité. C'est un criminel conscient et réfléchi. Cet homme n'est pas un aliéné. Jugé responsable de ses actes, Desnoyers peut comparaître devant un jury populaire. Les débats peuvent commencer, l'expiation des Desnoyers également. Dans un procès qui va durer 2 jours, le président Fac mène les séances au pas de charge. Il questionne d'abord l'accusé sur ses études au séminaire. Vos professeurs rapportent que, sans être un mauvais élève, vous étiez peu enclin aux études et n'aviez aucun penchant pour les choses intellectuelles. C'est sans doute parce que vous aviez d'autres penchants? Murmures et rires dans la salle. Le président Fac évoque à présent les besoins sexuels apparemment tyranniques du jeune vicaire et égrène la liste embarrassante des femmes qui ont succombé à Desnoyers. Maître Gasse, défenseur de l'accusé, tente de voler à son secours en conspuant ces femmes, c'est provocante. Monsieur le Président, messieurs les jurés, ne nous méprenons pas. Vous évoquez des victimes, et moi je dis des tentatrices. Car enfin, il y a toujours eu une ribambelle de femmes autour des curés. Et toutes celles qui ont cédé à mon client étaient consentantes, non? L'auditoire s'insurge. Maître Gasse accuse les femmes et partage aussi la responsabilité de la faute de Desnoyers avec la hiérarchie catholique. On s'est interrogé, probablement de façon moins affirmée qu'on ne le fait aujourd'hui dans des affaires de pédophilie par exemple, sur la responsabilité éventuelle que pouvait avoir la hiérarchie à partir du moment où on lui signalait un comportement difficile et douteux d'un prêtre. Bon. Et cela, c'est vrai. On s'est dit, est-ce qu'il n'aurait pas fallu le retirer d'une paroisse? Bon, tout simplement pour le mettre dans un poste où il aurait eu
peut-être moins de tentations, ou en tout cas l'éloigner à partir du moment où on savait qu'il avait peut-être une relation avec cette femme. Les femmes. Il en est beaucoup question dans ce procès. Michel s'avance vers le tribunal. Elle doit être entendue en tant que témoin. À la barre, elle raconte. Michel n'est qu'une petite fille quand elle rencontre l'abbé. C'est lui qui lui apprend le catéchisme, c'est lui qui officie pour sa première communion, c'est également lui qui la fera femme. À 15 ans, Michel est enceinte et sous la contrainte du curé furibond, elle abandonne son enfant. Acculée par ses fautes, ses lâchetés et ses mensonges, Desnoyers craque et murmure des excuses. Il n'en a pas terminé avec ses remords. La mère de Régine Faïs, la victime, est attendue à la barre. La voix entrecoupée de sanglots, elle raconte comment Desnoyers s'est infiltré dans sa maison, dans sa famille. J'avais une petite fille qui s'était blessé le pied. Il l'avait soignée. Il avait été chic avec elle. Après, on a bien été obligé de le recevoir à manger. Le président Fac reprend. Mais quand votre fille Régine vous a dit qu'elle était enceinte, vous n'avez pas cherché d'explication? Mais si, bien sûr. Mais elle m'a dit que c'était un gars du village voisin. Et Desnoyers, qui disait le connaître, m'a convaincu qu'il n'était pas respectable et que c'était mieux de ne pas aller le trouver. Desnoyers est mal à l'aise. Il manipule frénétiquement un petit crucifix et tente de masquer sa nervosité. L'homme formule des excuses. Il se tourne vers la mère de Régine, effondrée. Je regrette sincèrement. Je ne sais pas pourquoi j'ai tué Régine. Depuis 14 mois, je ne cesse de regretter, de penser. Il ne se passe pas un jour... Moi aussi, il ne se passe pas un jour sans que je songe à ce que vous avez fait. Et j'ai pas fini d'y songer. Desnoyers a perdu de sa superbe, mais il s'accroche à sa seule défense, son statut d'homme d'église. Au procès, il s'est présenté avec un crucifix dans les mains. Hein. Une mise en scène, bon, il est allé encore le maître de la situation. En ce début d'après-midi, l'audience se poursuit autour de la journée du crime. Les jurés reprennent leur place dans un tribunal où l'atmosphère va devenir irrespirable. Le docteur de Rennes, médecin légiste, s'avance à la barre. Ces termes médicaux complexes ne masquent pas l'effroyable réalité du meurtre. On apprend ainsi que le bébé pesait 3 kilos et qu'il était en vie avant d'être mutilé. Devant des jurés tétanisés, Desnoyers joue maintenant les amnésiques quand on l'interroge sur la préméditation de son crime. J'avais probablement l'intention de supprimer Régine quand je lui ai donné rendez-vous. Mais je ne sais plus trop. Vous avez dit aux gendarmes que vous lui aviez donné l'absolution. Est-ce vrai? Je ne sais plus. Je me souviens être descendu de voiture et j'ai tiré. Vous avez allumé vos phares pour éclairer la scène atroce qui allait suivre. Vous avez procédé à cette hallucinante césarienne avec une dextérité extraordinaire. J'ai perdu la tête. Je n'ai repris mes esprits que quelques moments après, quand j'ai jeté mon couteau taché de sang dans un mouchoir. Deuxième jour du procès Desnoyers. Les plaidoiries vont commencer. Maître Vivier, avocat de la famille Faïs, prend la parole. Il a la part belle. S'adressant à Desnoyers, il entonne. Je ne sais, monsieur, si le Dieu que vous avez ignominieusement servi aura pitié de vous, alors peut-être proche de votre mort. Mais moi, je ne connais que la justice des hommes, et je sais qu'elle ne peut pas vous pardonner. C'est au tour du procureur général Borel, représentant la société civile, de porter le coup de grâce à Desnoyers. Pendant ces 10 années de vie sacerdotale, Desnoyers n'a cessé de se livrer à la débauche. Cet homme est un rameau pourri. Il faut l'arracher de notre terre. Messieurs les jurés, vous qui incarnez notre âme lorraine, austère et inflexible, en refusant les circonstances atténuantes, vous donnerez la paix à nos foyers, la sécurité à nos filles et la sérénité à nos prêtres. Messieurs les jurés, en qualité de chef du parquet de Nancy, je suis venu vous demander personnellement la mort de l'accusé. Il fallait en quelque sorte exorciser cette terre. Et pour le procureur général, le seul exorcisme, c'était la peine de mort. La parole est maintenant à Maître Gasse, avocat de la défense. Difficile même pour ce ténor du barreau de justifier le geste du prêtre. L'avocat a choisi une autre stratégie.
il se lance dans un réquisitoire contre la peine de mort. L'avocat s'adresse à des jurés acquis à la cause chrétienne et entonne un plaidoyer en forme de prière. Dieu de tous les croyants, où que tu sois, écoute ma prière, descends dans l'âme de la cour, dans la conscience de messieurs les jurés, dis-lui qu'ils n'ont pas le droit de toucher à la vie et qu'à toi seul elle appartient, dis-lui que ton fils, qui une fois de plus t'a crucifié, ils doivent te le garder jusqu'à l'heure suprême de ton jugement dernier. Fais en sorte que par le verdict qu'ils vont rendre, tu n'aies pas un jour de compte à leur demander. Le président Fac se tourne vers Guy Desnoyers, lui demandant s'il souhaite s'adresser à la cour. Les causes qui m'ont fait agir me dépassent. Je demande pardon à Dieu, à tout ce que j'ai blessé, à la société et à l'Église qui par ma faute vit des heures tragiques. Je réparerai. Je m'abandonne à Dieu et à vous, messieurs les jurés, qui le représentez aujourd'hui. Jean-Yves Liénard, vous êtes avocat au barreau de Versailles. Avez-vous un souvenir de cette affaire? Oui, tout à fait. J'étais jeune, mais je me souviens parfaitement de l'émotion considérable que le crime, dans son horreur, avait suscité auprès de la population. À un moment, peut-être, de notre histoire, où on parlait beaucoup moins de tout cela, d'une part, et d'autre part, où les prêtres étaient beaucoup plus protégés qu'aujourd'hui. C'est l'époque où on dut traîner dans les cours d'institutions religieuses un certain nombre d'authentiques scandales qui aujourd'hui probablement se retrouveraient devant les tribunaux, mais qui à l'époque étaient gentiment anesthésiés par les autorités religieuses et peut-être aussi par les parquets. Quand on voit ce qu'on a imposé à ces prêtres par rapport à ce vœu de chasteté, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que quelque part la hiérarchie catholique n'aurait pas sa place dans le box aux côtés de l'accusé? Non, pas aux côtés de l'accusé, parce que la faute pénale est individuelle. Maintenant, moralement, qu'elle accompagne l'accusé en ayant généré probablement cette déviation, ça n'est pas impensable. Quel est l'état d'esprit d'un avocat pénaliste au moment où il se lève pour plaider, quand la foule dehors hurle à la mort et l'avocat général requiert la même peine? Vous savez, la foule qui hurle à la mort, moi j'ai eu la malchance de le connaître un certain nombre de fois dans ma vie. Je dois vous dire que ça me laisse, en ce qui me concerne, totalement indifférent. Maintenant, se lever contre défendre quelqu'un contre qui on vient de requérir la peine de mort devait être une responsabilité totalement écrasante. Tous ceux qui ont vécu cela en conservent tous un souvenir définitif et un souvenir abominable. Donc le fait de se lever et de se dire que peut-être, au terme de l'intervention qui sera la vôtre, au terme de la réflexion des jurés et des juges, on prononcera une peine de mort qui s'exécutera parce qu'à l'époque où on se place, il n'y avait pas d'appel possible des décisions de cour d'assises, et qu'un jour, pour reprendre cette expression terrifiante de Robert Badinter, on allait couper un homme en deux et qu'il faudrait être là et qu'il faudrait voir cette atrocité légale. Moi, je pense qu'il faut beaucoup de force morale pour dominer les enjeux qui se posent à vous et néanmoins essayer de développer la défense la plus utile possible. Cour d'assises de Nancy. Les jurés reprennent leur place après 1h30 de délibération. Le président Fac fait lecture du verdict. Guy Desnoyers est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Il échappe à la peine de mort. Massé devant les grilles du palais de justice, la foule crie sa colère. C'était un verdict de mansuétude, quoi, qui était empreint d'une certaine charité. Le verdict n'a pas été compris par une grande partie de l'opinion, mais ça, mon père s'y attendait. Il a eu beaucoup de messages, j'allais dire de sympathie ou de félicitations, et je crois que c'est ce qu'il a retenu. On ne peut pas dire qu'il ait souffert de l'incompréhension, il s'y attendait. Beaucoup de gens pensaient que c'était un truc de faveur pour l'Église. Il a échappé à la peine capitale en grande partie parce qu'on a reconnu
toutes les qualités de prêtre. Le verdict n'a pas condamné la peine de mort, puisque la peine de mort a été ensuite à nouveau prononcée et qu'elle a même été appliquée. Bon. Donc de ce point de vue-là, pour l'avenir de la peine de mort, c'est un échec. Mais c'est certainement, tout de même, malgré tout, un message qui est passé. Il était dit que s'il sortait de prison, il devait passer le restant de sa vie dans un monastère. Guy Desnoyers a passé 22 ans en prison avant d'être libéré pour finir sa vie dans un monastère. Le curé assassin a sauvé sa tête, sans doute grâce à l'habile plaidoirie de Maître Gasse et à un jury bienveillant. Un jury à l'image d'une société très catholique, une société sans doute incapable de condamner à mort un homme d'église.